Bonjour à tous, merci d'être là pour cette rencontre organisée par le Festival de Nancy et par le magazine Transfuge que je représente ici. Alors, on a pour thème la fiction au secours du monde et Kamel Daoud est venu justement pour parler de ça et de parler de cette ambitieuse question, la fiction au secours du monde. Alors, je suis particulièrement heureuse d'interviewer Kamel Daoud aujourd'hui parce que nous lui avons remis à Transfuge notre prix du meilleur roman de langue française de la rentrée. Pour nous, c'était de loin Zabor ou les psaumes, le très grand roman de la rentrée. Alors, c'est un conte, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un conte, c'est cette histoire folle qui se passe dans un village en Algérie d'un jeune homme qui décide de se renommer, de s'appeler Zabor, et il a ce pouvoir de rendre la vie aux gens par la littérature, par l'écriture de leurs récits et de leur vie. On va en parler plus longuement, mais c'est vrai que nous, pourquoi on a voulu lui donner le prix du meilleur roman de langue française, c'est pour cet attachement à la langue, justement. C'est-à-dire que on connaît, vous parlez souvent de vos engagements, de votre vision du monde, mais avant tout, moi, ce que j'admire, c'est le courage de la forme dans ce livre, c'est-à-dire que vous écrivez dans cette langue lyrique, somptueuse, très à vif, comme vous l'avez toujours fait, vous avez un rythme d'écriture, enfin, c'est vraiment un roman poétique avant toute chose, et cet attachement à la langue, on le sent à chaque phrase, donc voilà. On va en parler. Alors la fiction au secours du monde, c'est en effet, ça pourrait être le sujet de votre livre, puisque vous semblez dire que la littérature peut être rédemptrice, en tout cas au moins pour celui qui l'a fait. Oui, bonjour, je suis désolé pour le retard, parce que quand on est invité à Nancy, c'est à la fois des mondanités et du public et des rencontres, donc je suis désolé. C'est vrai que Zabor est un roman dont le personnage principal, le héros, est la langue. Et c'est quelque chose auquel je tenais. Je tenais à exprimer une sorte de profession de foi dans la littérature, dans la fiction, mais aussi dans la langue. Vous, peut-être en France, vous ne réalisez pas lorsque un prix est remis à un Algérien et que ce prix s'intitule le prix Transfuge pour le meilleur roman de langue française. C'est tout à la fois exaltant, enthousiaste, paradoxal aussi, et en même temps enrichissant. Donc c'est quelque chose de très important aussi. Peut-être qu'on n'en mesure pas le sens quand on vit en France, mais ailleurs ça prend tout son sens. Je veux dire, cet éloge fait de comment cette langue vit ailleurs, comment elle est vécue, comment elle est transmise ou comment elle est retravaillée ailleurs. Et ça, c'est important. Donc, Zabor, c'est essentiellement un roman sur la langue française, sur l'apprentissage de la langue française, sur l'honneur apporté et la dignité et la liberté apportées par la fiction. Je disais avant-hier dans l'émission de la Grande Librairie qui me posait la question sur le sujet propre de ce roman, sur les raisons, je répondais qu'il s'agissait de deux raisons fondamentales. La première, c'est qu'il en va d'un sentiment ou d'une obligation de dignité face à la mort. Je ne pouvais pas accepter dans mon entourage, dans ma vie, dans ma quotidienneté, dans mes liens de parenté, cette disparition du vivant qui ne laisse pas de traces. J'avais l'impression que la mort était absolue, elle était totale. Et je m'étais mis dans la tête que le récit peut réparer la mort, quelque part. Il peut sauver des vies, il peut les raconter. C'est à partir de cette idée que c'est parti ce roman. Et la deuxième idée que j'ai exprimée, c'est qu'il y a quelques années, avec la sortie de Meursault, j'ai subi beaucoup de pression, beaucoup d'adversité, beaucoup d'éloges aussi. Mais en Algérie, les conservateurs et les islamistes étaient très virulents. Et j'ai compris que ce qui les dérangeait, c'était le statut de la fiction. Une amie m'avait dit une phrase qui était très profonde. Elle m'avait dit, c'est étrange, en Algérie, on est passé d'une époque où on expliquait qu'est-ce qu'il y avait dans un roman à une époque où on explique qu'est-ce qu'un roman. C'est-à-dire le droit d'écrire de la fiction, le droit de tenir tête à une vision du monde sacralisée, fermée, verrouillée. Et c'est à partir de ces idées-là que je voulais écrire Zabor. Ce n'était pas une intention théorique, mais c'était une sorte d'éloge de la lecture qui libère, du livre qui libère, de la fiction qui, comme une façon de tenir tête, comme un choix face au sacré, face aux utopismes, face au radicalisme, face au populisme aussi. Je ne veux pas donner l'impression d'un roman militant, mais c'est un roman de conviction.
Alors, je l'ai dit, ça se passe dans un village, et les gens qui meurent et qui sont sauvés par Zabor, ce sont des gens simples. Et est-ce que vous avez l'impression d'écrire, pour citer un auteur que vous connaissez bien, Camus, est-ce que vous avez l'impression d'écrire pour les muets de l'histoire? J'aime bien l'expression, elle est superbe. Le muet de l'histoire, elle est vraiment superbe, elle est juste. Et je pense qu'il y a de cela dans mon rapport à l'écriture. Il y a de la culpabilité aussi. Vous savez, quand vous passez d'un univers qui est clos, qui est verrouillé sur lui-même, vers un autre univers où vous avez la possibilité d'écrire, de voyager dans le monde, de rencontrer des gens, de vous faire écouter, vous ne pouvez pas vivre une ascension sans culpabilité. Et quelque part, c'est ce qu'a bien exprimé Camus d'ailleurs, cette culpabilité par l'écrit et à cause de l'écrit, parce que vous avez la chance de transgresser une frontière, une limite, et vous allez vers quelque chose. Donc il y a ce souci de faire parler les muets de l'histoire, mais en même temps, il y a ce souci de se disculpabiliser par l'écriture en leur disant « j'écris, ce n'est pas ma faute, au contraire, ça peut être une vertu ». Alors Zabor est un marginal, il est marginalisé malgré lui à cause de son don. Déjà dans Morceau contre enquête, on peut dire que c'était l'histoire d'un marginal, d'un paria. Pourquoi retrouve-t-on comme ça si souvent dans vos fictions cette figure du paria, du marginal? Parce que je viens d'un pays, d'une culture où le nous est prédominant. C'est-à-dire nous avons une culture où le nous est souverain, le collectif. Il n'y a qu'un seul héros, le peuple. Nous sommes, nous faisons, nous décidons, nous parlons, nous représentons. Et le seul qui puisse apporter la contestation, qui puisse être porteur d'un discours de remise en question, c'est le paria. Il peut être un fou, il peut être... Il faut vivre peut-être en Algérie, ailleurs, dans le monde dit arabe, pour sentir le poids du nous, pour sentir comment et à quel point le je est culpabilisé. Si vous dites je, vous dites je suis un traître. Vous assumez une sorte d'écart, une sorte de dissidence, d'hétérodoxie par rapport à la norme. Et la littérature, dans ce cas-là, s'exprime par le point de vue du marginal. C'est assez extraordinaire. La naissance du jeu est... Je raconte une anecdote, peut-être elle est un peu rigolote, mais qui exprime bien. Vous savez, à l'époque de Charlie, il y a eu beaucoup de slogans, beaucoup de marches, je suis Charlie, etc. Et les islamistes en Algérie, ils ont lancé un slogan, ils ont tenté de faire mode, mais ça n'a pas marché, c'était « Nous sommes Mohammed ». Et c'était extraordinaire de voir de l'autre côté « Je suis Charlie » et de l'autre « Nous sommes Mohammed ». Il y avait un caricaturiste algérien, le Hic, qui était splendide, il avait dessiné un très beau dessin. On voyait des Français avec « Je suis Charlie », des islamistes avec « Nous sommes Mohammed », et au milieu, il y avait un Algérien qui porte une pancarte « Je suis fatigué ». Justement, vous parlez de ce droit à l'écriture que vous êtes octroyé, c'est un peu l'histoire de Zabor, devenir écrivain, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des grands auteurs algériens, parce que vous parlez d'auteurs occidentaux, Defoe, Faulkner, mais est-ce qu'il y a des grands auteurs algériens qui vous ont ouvert la voie et que vous avez peut-être découvert jeune? Très difficile, parce que la circulation, l'économie du livre n'est pas la même. À l'époque, quand j'étais gamin, quand j'étais enfant, je ne lisais pas ce que j'avais envie de lire, je lisais ce que je pouvais lire, ce que je pouvais trouver comme livre. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui peut-être échappe ici, c'est la possibilité de l'accès matériel aux livres, c'est-à-dire les bibliothèques, les librairies, le prix du livre, la circulation du livre qui n'existait pas. Donc, les auteurs algériens étaient de deux sortes. Soit des auteurs auxquels on avait plus ou moins accès par le manuel scolaire, parce qu'ils parlaient de la guerre de libération, donc qui étaient dans le manuel scolaire, soit des auteurs algériens post-indépendance qui étaient dans la contestation du régime, et donc on n'en entendait pas parler. On entend parler un petit peu de certains auteurs à partir de l'âge de 20 ans. Donc ce ne sont pas des auteurs qui marquent réellement l'imaginaire. Et c'est une tragédie. La ministre algérienne de l'Éducation, une femme que j'admire, qui est actuellement en exercice, elle a fait une petite enquête sur le manuel scolaire algérien, et elle a trouvé que le référent à l'identité algérienne, aux écrivains algériens, était de 3%, ce qui est tragique. Donc, actuellement, il y a un énorme travail très contesté par les conservateurs pour rapatrier des textes de littérature maghrébins, algériens, arabes, mais aussi de la littérature universelle pour construire cette ouverture vers le monde. Je fais partie de cette génération qui n'avait pas accès aux textes, mais qui avait accès aux rumeurs sur le texte. On savait que Rachid Boujedra écrivait des livres, que Mohammed Dib... D'ailleurs, une des tragédies, un des plus grands écrivains algériens, Mohammed Dib,
immense écrivain. Nous croyons tous, nous avons cru tous, les enfants de ma génération, qu'il était mort. Parce qu'à partir de 62, il avait totalement disparu des systèmes médiatiques du régime. Et je l'ai rencontré en 1996, ici à Paris, la seule fois où je l'ai vu. C'était extraordinaire. Je veux dire, je suis revenu en Algérie pour raconter aux gens que Mohamed Dib est vivant. Et ça vous donne un petit peu la mesure sur cet accès au texte. Par la suite, il y a des écrivains qui m'ont marqué. Je pense surtout à Malek Haddad. C'est quelqu'un qui m'a marqué par cette déchirure sur la langue. Bon, il y a répondu de la manière la plus décevante en décidant de ne plus écrire. Parce qu'il se disait, je ne peux pas écrire en arabe, mais j'écris en français pour un public qui n'est pas algérien. Et je pense que le problème était très mal posé. Et donc, il a décidé de ne pas écrire. D'autres écrivains comme Mohamed Dib, que j'essaie de retrouver maintenant, de relire, etc. Mais l'accès au livre, c'est très difficile. D'ailleurs, je pense que si on en est arrivé à cette tragédie actuelle de générations totalement décérébrées par rapport au sens, par rapport à la culture, par rapport à l'identité, et qui peuvent être emportées par les vents les plus radicaux, c'est parce qu'on n'a pas su cultiver et consolider les racines. Mais vous parlez souvent dans vos textes journalistiques de cette jeunesse algérienne et plus largement maghrébine, et cette jeunesse masculine. Est-ce que c'est à elle que vous pensez quand vous écrivez? Non, on écrit des romans, pas des passeports. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans le romanesque, on est dans une sorte d'intimité avec l'universel. Si on commence à écrire avec l'idée de message, avec l'idée de sens ou de roman utile, avec l'idée d'un public, je veux dire, défini par une géographie, par une nationalité, on fait des romans socialistes ou communistes, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les rêves n'ont pas de nationalité. Quand vous dormez et que vous rêvez, vous n'avez pas de passeport. Vous avez un regard, vous avez des peurs, vous avez des jouissances, vous avez des attentes et des désirs. Le rêve n'a pas de nationalité. On rêve tous et toutes de la même manière et de la même façon. Donc quand on écrit, il ne faut absolument pas penser à l'universel comme effort, ni penser au particularisme comme revendication. Il faut creuser l'humain en soi et dans les autres. Et cet humain peut raconter l'histoire d'un pêcheur, je ne sais pas, à Cuba, ou un chômeur en France, ou un cadre licencié en Allemagne, etc. Ce ne sont que des prétextes pour le texte. Il n'y a pas de nationalité pour les frères Karamazov. Il n'y a pas de nationalité pour Lolita. Il n'y a pas de passeport pour de grands personnages, pour le vieil homme et la mère. La littérature est justement ce qui nous permet de transcender ça, d'oublier que nous avons des corps déformés, des nationalités qui nous enferment, des passeports qui nous empêchent, des vies de couple qui nous inhibent ou qui font obstacle à nos épanouissements, des peurs qui nous alourdissent, qui nous lestent. C'est ça la littérature, c'est notre apesanteur. Alors vous avez choisi la forme du conte. Cette forme du conte, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle vous offre une plus grande liberté que peut-être une forme autobiographique Il y a un peu de ça, mais la fable, elle est amusante, parce que la fable, elle a cette sincérité de dire « je ne suis pas un roman de fiction, je suis une fiction de roman ». C'est-à-dire que je ne vous mens pas, je suis vraiment une plaisanterie. Je suis vraiment un prétexte pour parler de quelque chose. C'est ça le beau de la fable. C'est pour ça que la tentation de la fable, la plus malheureuse, c'est d'être pédagogique. Donc on essaie un petit peu, quand on fait de la fable, il faut, la fable de La Fontaine ou d'autres, il y a toujours cette pente vers le pédagogique, vers la leçon de sagesse, vers la chute, etc. Donc la fable a ceci d'amusant que son côté artificiel est proclamé. Je ne suis pas un roman qui joue au réel, je suis une fable qui essaie un petit peu de traduire, de sous-titrer le réel. Donc c'est pour ça que j'aime la fable. Et en même temps, la fable est un genre déclassé du mythe, de la religiosité, du livre sacré. Ça nous permet de parler du sacré, mais tout en étant un peu à l'externe. La fable c'est un peu la parabole biblique déclassée, c'est quelque chose. Donc ça me permettait à la fois, dans ce roman, d'exercer le droit à la fiction. J'écris quelque chose qui n'existe pas, mais en même temps de dire que voici comment je le fais. Je proclame les artifices de la fiction. Je ne raconte pas la vérité, je raconte une fable. Et tout le propre du mythe ou de la fable, c'est parce qu'ils sont faux qu'on s'intéresse à ce qu'il y a de vrai dedans. On sait que le mythe est vrai, que la fable est vraie, justement parce qu'elle n'escamote rien. Elle dit que je suis un artifice, mais pour aller vers l'essentiel.
Ça peut paraître confus, mais c'est vrai. C'est intéressant ce que vous dites sur le conte et le mythe, parce qu'on a souvent dit dans les années 20-30 que le conte, c'était se mettre du côté du peuple, alors que le mythe, c'était se mettre du côté du pouvoir. Et voilà. Et donc, est-ce que vous avez l'impression, par le conte, qui est, c'est vrai, une forme populaire à l'origine, que ce soit en Algérie comme en France, comme partout, de vous mettre du côté du peuple? J'aime pas le mot peuple. C'est quelque chose de lourd, c'est anonyme, c'est une dignité abstraite. C'est une manière d'excuser la passivité. J'aime les gens, j'aime l'individu, j'aime le groupe, j'aime les coalitions, les corporations, etc. J'aime pas le mot peuple. Peut-être que je viens d'une histoire où le mot peuple a été tellement gonflé que j'en suis fatigué. Et ça me dérange. Je n'ai pas envie d'être l'écrivain d'une conviction idéologique. Je suis l'écrivain d'un désir, pas d'une conviction. C'est vrai que c'est un peu difficile pour l'écrivain qui vient du monde dit arabe d'échapper au portrait de l'écrivain militant. Parce qu'on est à la fois des gens qui exercent le sens, mais qui proclament, qui réclament le droit d'exercer et d'écrire. Donc on est militant. C'est comme l'écrivain venu du froid. On l'interroge pendant 20 ans sur le communisme avant de lire les 20 ans suivants son œuvre, sa légèreté de l'être, ses grands romans, etc. C'est un peu difficile de se dégager de ce portrait de l'écrivain militant, mais non, je ne pense pas à ça. La nécessité du récit se construit par elle-même. On sent, quand on écrit, que c'est faux, que c'est vrai, qu'on est dans la bonne voie, la juste voie, la voie de la mesure ou pas. Mais personne ne se souvient dans cette salle des grands romans financés par l'URSS ou par les communistes ou par le bureau politique en Roumanie, etc. Ce ne sont pas des romans qui survivent. Un des rares romanciers qui ont survécu un petit peu à la naissance du communisme, c'est Gorky. Mais qu'avait écrit Gorky? Il a écrit La mer, il a écrit La douleur, et tous les autres romans qui se sont penchés un petit peu sur le triomphe et l'éloge du communisme ont disparu. On ne peut pas flatter l'histoire, on peut la raconter. Alors peut-être le premier geste militant et le plus important de votre personnage dans le livre, c'est de changer de nom. Il choisit de devenir Zabor. Pourquoi est-ce si important pour vous les noms comme ça et le nom du personnage? Parce que c'est une appropriation de son propre corps, de sa vie. Le nom, on vous le donne, d'accord? Et parfois on le mérite, parfois on ne le mérite pas. Mais changer de nom, c'est proclamer une frontière. Dire, voici ce que je suis. À partir de cette frontière-là, et c'est moi qui décide de mon prénom. Et c'est quelque chose de très important. Zabor s'appelait Ismaël, mais il a choisi ce nom de Zabor parce que ça se rapporte à un proverbe maghrébin, parce que ça rapporte une culture, etc. Mais décider de son nom, c'est quelque chose d'important. C'est une liberté qu'on n'a pas souvent. Et on vient au monde et on vous donne un prénom. Vous ne le choisissez pas, je veux dire. Surtout que Zabor est en effet rejeté par le village, par les religieux, mais aussi par tout le système patriarcal du village. Et c'est finalement ce rapport avec son père et ce rapport avec ce système patriarcal qui l'écrase et dont il va essayer de se libérer tout au long du livre. Est-ce que vous aviez envie de mettre particulièrement en valeur cette loi du père qui est si présente dans le livre? Inconsciemment, peut-être. Je veux dire, une des grandes questions de la vie, c'est comment répondre à la mère d'abord. Et puis, par la suite, quand on prend de l'âge, comment répondre à la question du père, comment être un père. Et la troisième question, comment répondre à l'autre, comment l'aimer ou être aimé par lui. Je pense que ce sont les trois grandes et premières questions. Zabor, c'est quelqu'un qui était confronté à l'histoire du père. C'est une question intime d'ailleurs. C'est comment je peux encore accepter l'image de mon père et est-ce que je suis capable d'être un père aussi pour autrui. C'est une histoire qui pèse aussi sur la vie personnelle comme sur la vie collective en Algérie, dans le Maghreb et dans le monde dit arabe aussi. Donc, inconsciemment, on la transpose, même si on s'en débarrasse. Nous sommes les enfants d'un monde où il y a trop de pères, pas assez de fils. Nous sommes les enfants d'un monde où il y a trop d'ancêtres, pas assez de descendance. Le culte de l'ancêtre et du père est prédominant dans nos sociétés. Donc vous avez l'impression de ne pas naître, de ne pas être encore né, de ne pas être encore venu au monde. Et vous réclamez ce droit par rapport au père. Vous venez au monde dans un pays où on vous parle tout le temps de vos ancêtres, des gens qui sont morts pour que vous ayez le droit d'avoir des chaussures et de l'eau au robinet,
vous naissez endetté, vous êtes dans une position, vous êtes infériorisé toute votre vie, vous n'êtes que le fils de, vous n'êtes pas le père de. C'est quelque chose qui m'a toujours dérangé depuis l'enfance. J'ai détesté le monde des pères, franchement, je ne l'acceptais pas. Et le mythe d'Abraham était un nœud dans ma tête. Je ne comprenais pas pourquoi un prophète pouvait prendre son fils et vouloir l'égorger parce qu'il a fait un rêve. J'ai trouvé ça théologiquement scandaleux. Et je voulais creuser ce nœud-là aussi. Donc Ismaël. Et est-ce que la révolte des fils est aussi difficile que vous le racontez dans Zabor? Est-ce que c'est si difficile pour un fils aujourd'hui en Algérie de se révolter contre le père? Oui, il y a un grand poète syrien qui vit en France qui le raconte très très bien dans ses essais, c'est Adonis, qui dit que la principale question qui se pose dans le monde dit arabe, c'est la question du père. Non pas comment le tuer, mais comment se réconcilier avec l'idée du père. C'est une question très importante. C'est une question qui impacte même la vie des gens chez vous, ici. La question du père et la question du rapport à l'ancêtre, la question de la culpabilité. Très difficile d'être quelqu'un d'indépendant dans un monde où il n'y a que cette paternité abusive. Il n'y a que ce rapport infanticide. Nous le vivons même en politique en Algérie. Nous avons une génération qui est au pouvoir on me pose souvent cette question en Algérie, ça coince parce que bon, il y a une dictature, il y a un régime. Mais au fond, je pense que la crise est philosophique. Elle n'est pas politique. C'est une génération qui refuse la mort, qui refuse la filiation, qui refuse d'avoir des enfants et bien sûr qui refuse d'accepter la mort. Parce que qui accepte la mort accepte la transition. Et je pense que c'est ce rapport à la paternité et à la filiation, à l'enfant, qui explique beaucoup de choses, autant en politique qu'en littérature que dans la vie quotidienne de tous les jours. Alors il y a aussi quelques femmes, il y a notamment 2 femmes très importantes dans ce livre. C'est d'une part la tante de Zabor, qui est un personnage assez fascinant parce que c'est une femme qui n'a jamais réussi à se marier et qui consacre sa vie à regarder la télévision. Elle est assez attachante, mais est-ce que vous diriez que c'est un personnage pathétique? Non, tragique peut-être. C'est une féminité sans issue. Vous savez, elle fait partie de cette famille de femmes dans un monde à qui on demande quelque chose de monstrueux. Le seul moyen d'accéder à l'espace public, c'est d'abdiquer le corps. Et donc, le seul moyen de rêvasser, de rêver, c'est de regarder la télévision. Donc, vous avez le choix. Soit vous voulez l'espace public et vous laissez votre corps ici, soit vous voulez votre corps et vous n'avez pas droit à l'espace public. Je résume d'une manière peut-être violente et lapidaire un petit peu la situation, mais elle fait partie de ce type de femme qu'on a culpabilisée, qu'on a sommé de choisir, qui n'avait même pas la possibilité d'ailleurs de choisir fondamentalement, qui vivait par procuration, qui vivait parce qu'elle admirait un acteur hindou très sexy, très beau, auquel elle ne comprenait rien, je veux dire, pour les dialogues des films, etc. Donc elle fait partie de cette féminité saccagée, vécue comme un désastre, douloureuse à voir, à regarder, à accepter et à vivre aussi. C'est-à-dire, peut-être pour moi c'est une douleur, mais en même temps pour la concernée, c'est une douleur encore plus grande. Donc, c'est une condition de la femme aussi. Vous parliez d'Adonis. À Transfuge, on aime beaucoup Adonis, et Adonis a fait ce travail poétique que vous connaissez bien sûr, qui est cette réécriture du Coran par la poésie. Vous faites quelque chose d'un peu similaire, puisque vous placez la littérature de Zabor en compétition, en rivalité avec les textes sacrés. Est-ce que vous avez pensé à Adonis en faisant ça? Est-ce que vous parleriez de rivalité comme ça? J'ai beaucoup d'admiration pour Adonis parce que c'est un éclaireur. On ne comprend pas jusqu'à maintenant ce qu'il a pu écrire et dire. On me pose souvent cette question, où sont les réformateurs dans le monde dit musulman? Où sont les gens qui éclairent? Adonis en fait partie. J'ai énormément. La seule fois où je l'ai rencontré, ça fait, je pense, 1 année à Paris, j'ai quasiment perdu parole parce que j'avais en face de moi 30 livres vivants en même temps. Donc c'est quelqu'un qui a su creuser le noyau dur de la douleur d'être, entre guillemets, arabe. Maintenant, tout ce que cela suppose comme cadavre à porter sur le dos, comme cimetière, comme âge d'or, comme frustration, comme exclusion, comme
comme privation aussi et comme frustration. Donc c'est quelqu'un qui a... Mais il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'écrivains qui ont creusé cette douleur, qui ont... Je pense notamment à Taïb Salah, l'écrivain qui a écrit un superbe chef-d'œuvre qui s'appelle La saison de migration vers le nord, le Soudanais. Et on y voit tout ce rapport vis-à-vis de l'Occident, ce rapport vis-à-vis de la sexualité, de l'amour, de la femme aimée, retrouvée à Londres et puis perdue parce que c'est un amour suicidaire, etc. Cette question a été posée, a été creusée par beaucoup d'écrivains dans le monde arabe. Le seul problème, c'est que l'économie des livres étant ce qu'elle est, le mur linguistique aussi de traduction étant ce qu'il est, ce sont des ouvrages qui ne sont pas encore, alors qu'on devrait les relire peut-être maintenant, les remettre en circuit pour mieux comprendre ce qui se passe. Mais les textes sacrés, vous le racontez et on le devine dans Abord, un lecteur de textes sacrés, vous connaissez très bien le Coran. Est-ce que cette connaissance vous a aidé, vous a nourri pour arriver à la littérature, paradoxalement? Oui. C'est un peu dans le mot bibliothèque, il y a le mot Bible. Donc on est toujours dans le périmètre de ce livre sacré auquel on tient tête, auquel on se soumet, qu'on veut décrypter, qu'on veut interpréter jusqu'à l'abus, qu'on veut ignorer, qu'on veut contourner, paraphraser, etc. Il y a des époques où il y a un livre sacré au centre et toute l'œuvre, tout l'ouvrage est de s'en débarrasser, de le démanteler, de le dissoudre dans la vie quotidienne, dans le réel, etc. Donc le livre sacré pèse lourdement sur les imaginaires littéraires dans le monde dit arabe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut... C'est un livre que j'ai découvert d'abord textuellement à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans, mais comme univers, comme éparpillement, comme petits versets qui sont là dans la télévision, dans les prêches, dans les paroles des gens, qui sont tout le temps là. Donc c'est un imaginaire aussi. Il y a le livre, il y a l'idée et l'image et l'imaginaire qu'on a sur le livre aussi sacré. Un livre sacré, il y a deux mots. Il y a le mot livre, il y a le mot sacré. On peut lire le livre, mais le sacré est un imaginaire. Et il vous influe, il vous impacte, il pèse sur vous. Donc, c'est une entreprise pour à la fois peut-être sortir du périmètre de ce livre, le contester, mieux l'interpréter, y vivre, en vivre ou vivre en dehors de ce livre-là. Et c'est quelque chose qui est important. Parce que ce sacrifice d'Ismaël, qui on voit bien est présent dans le livre, vous l'inversez, c'est-à-dire que ce n'est pas le père qui a droit de vie ou mort sur le fils, mais le fils qui a droit de vie ou mort sur le père dans votre livre. C'est une forme de provocation théologique que vous faites là? Pourquoi? C'est un droit. Bien sûr. D'accord, c'est un droit. C'est-à-dire, Abraham a raconté sa version, moi j'ai le droit d'écrire une autre. D'accord. Je ne vois pas pourquoi la mienne est en dessous de la sienne. Il a l'idée d'Abraham qui égorge son fils parce qu'il a vu un rêve. Elle est fascinante, je veux dire. C'est un infanticide majeur. Il est à la racine de tous les monothéismes méditerranéens. Et peut-être contester cet ordre et faire dépendre la vie d'Abraham par le talent de son fils, c'est quand même quelque chose de bien. C'est-à-dire là, pour une fois, le livre sacré ne vient pas du ciel, il monte de la terre. C'est pourquoi pas moi? Bien sûr. Est-ce qu'on a beaucoup parlé de la langue de votre livre? Est-ce que vous voulez en lire un petit passage, peut-être le début ou... Non mais je sais, mais... Ensuite, bien sûr, je vous donnerai la parole pour les questions que vous avez pour Kamel Daoud. Oui. C'est juste pour entendre quand même cette langue dont on a beaucoup parlé. Écrire est la seule ruse efficace contre la mort. Les gens ont essayé la prière, les médicaments, la magie, les versets en boucle ou l'immobilité. Mais je pense être le seul à avoir trouvé la solution, écrire. Mais il fallait écrire toujours, sans cesse, à peine le temps de manger ou d'aller faire mes besoins, de mâcher correctement ou de gratter le dos de ma tante en traduisant très librement les dialogues de films étrangers, ravivant le souvenir de vie qu'elle n'a jamais vécu. Pauvre femme, qui mérite à elle seule un livre qui la rendrait centenaire. À strictement parler, je ne devais plus jamais lever la tête, mais rester là, courbé et appliqué,
renfermé comme un martyr sur mes raisons profondes, gribouillant comme un épileptique et grognant contre l'indiscipline des mots et leur tendance à se multiplier. Une question de vie et de mort, de beaucoup de morts à vrai dire, et de toute la vie. Tous, vieux et enfants, liés à la vitesse de mon écriture, au crissement de ma calligraphie sur le papier et à cette précision vitale que je devais affiner en trouvant le mot exact, la nuance qui sauve de l'abîme ou le synonyme capable de repousser la fin du monde. Une folie. Beaucoup de cahiers qu'il fallait noircir, pages blanches, 120 ou plus, de préférence sans ligne, avec protège-cahiers, strictes comme des pierres, mais attentives et avec une texture grasse et tiède pour ne pas irriter la surface latérale de la paume de ma main. Vous citez beaucoup Robinson Crusoe dans le livre, et vous en faites pour d'abord un livre déterminant. Est-ce que c'était un livre déterminant pour vous à l'adolescence? Oui, c'est un livre que j'ai découvert accidentellement très tôt, et j'étais fasciné par la Robinsonade, par cette mise en examen radicale de la situation humaine. Vous êtes dans une île déserte. Et qu'est-ce que vous faites? Soit vous allez mourir, soit vous refaites le monde. J'aime bien cette équation de l'île déserte. D'ailleurs, on pose généralement cette magnifique question. Quel livre vous emportez quand vous allez dans une île déserte? Ils disent jamais quelle veste, quel pantalon, quelle chaussure, mais c'est quel livre. C'est-à-dire il y a une opposition mais sublime entre le livre et le naufrage. Il y a quelque chose à mettre en parallèle entre l'insulaire et le littéraire. J'ai trouvé, depuis que j'étais gamin, tout ça fascinant. Quand on est nu après le naufrage, quand il n'y a rien, quand le monde vient de recommencer, qu'est-ce qu'on fait? Quel choix on fait? Et c'est un mythe fondamental. Il a été écrit par des mystiques musulmans à l'époque. Il s'appelait à l'époque de Avicenne, de Ibn Sina, Hayy ibn Yaqdan, le vivant fils du vigilant. C'est-à-dire, il a écrit une version à l'époque, Avicenne, où un naufragé arrive sur une île déserte, il reconstruit la croyance, la foi à partir de rien. Robinson, c'est un petit peu la vision positiviste. Il reconstruit la civilisation à partir d'une Bible et d'un marteau et d'un rabot et puis d'un sauvage. Et cette mise en examen de la conscience humaine par le naufrage, elle m'est fascinante. Il y a toujours ça. Et quelque part, lorsqu'on veut résumer l'histoire de l'humanité, il y a un naufrage, il y a une île déserte. Ça se voit dans L'étranger de Camus, il a tué près de la plage. Ça se voit dans Vendredi, ou Les Limbes du Pacifique de Michel Tournier, chez Daniel Defoe. Il y a toujours un naufrage pour entamer l'histoire du monde. C'est quelque chose sur lequel je peux écrire toujours. C'est des variations sur l'île, sur l'insulaire. Il y a toujours ça. Il y a toujours ces mêmes phases de désespoir, de reconstruction, de perdition, de retrouvailles avec une écriture sacrée, de reconstruction, et puis la question de l'autre. Il y a toujours un vendredi qui émerge quelque part, et il vous pose la question de qu'est-ce que vous allez faire de moi? Me jeter à la mer, voter contre moi, me tuer, dire que je n'existe pas, me laisser prendre votre maison et votre île et votre place. C'est une question qui me fascine. Elle remonte même à la version biblique d'Abel et Caïn. Vous savez, on est toujours dans cet espace. Qu'est-ce que je fais du cadavre de l'autre? Je l'enterre, je prends ses moutons, je dis qu'il n'existe pas. Je pense que la Robinsonade pose la question philosophique du XXe siècle. C'est la question de l'altérité. Qu'est-ce qu'on doit faire avec l'autre? Et qu'est-ce qu'il peut nous faire aussi? Et puis la tentation de l'île déserte, est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous avez connu, que vous connaissez encore, j'imagine? Beaucoup d'écrivains sont tentés comme ça par l'isolement. Vous, peut-être particulièrement, vous avez été beaucoup, vous l'êtes un peu moins, mais dans le bruit du monde, à chroniquer l'histoire. Est-ce que voilà, vous avez cette tentation de l'île déserte parfois? Oui. C'est peut-être une... Comment appeler ça, Yourcenar, l'œuvre noire? C'est ce passage par le vide, ce passage par la vacuité, ce naufrage. On a besoin de ça peut-être pour reconstruire ses certitudes, etc. Il y a toujours une île déserte au bout d'une histoire d'amour échouée. Toujours. Quand on échoue dans un couple, il y a une île déserte. Quand on perd ses raisons, il y a une île déserte. Quand on est exilé de son pays, il y a une île déserte. Et toute la question, c'est comment surmonter l'espace insulaire, comment reconstruire son monde. Il y a cette tentation, et c'est une géographie du monde, que l'île déserte. J'aime la solitude en ce qu'elle me permet d'affiner
mes interrogations, mes questionnements. Mais c'est aussi une drogue. La solitude n'est pas bonne. On est dans un monde où on doit, ce que disait Camus d'une manière magistrale, on est obligé d'être solitaire et solidaire à la fois. J'aime bien cet équilibre et quasiment cette rime très riche entre les deux mots. Alors, est-ce que vous avez, et je suis sûre, quelques questions pour Kamel Daoud? S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que j'ai convaincu tout le monde. Bonjour, monsieur. Vous parlez beaucoup d'humanitaire. J'ai une question toute simple à vous poser, sans l'aspect politique. Pourquoi interdisez-vous Enrico Macias à rentrer dans son pays? Je vous aurais répondu avec beaucoup de précision si je m'appelais Bouteflika, mais je m'appelle Kamel Daoud et ce n'est pas moi qui lui interdit de revenir en Algérie, croyez-moi. Même moi, je risque de ne pas y revenir aussi. Donc, non, je suis pour une Algérie plurielle. Je ne le suis pas parce que je suis face à vous, je l'ai écrit, je l'ai dit dans mon propre pays. Je suis pour que l'Algérie retrouve toutes ses blessures, toutes ses racines. L'Algérie est juive, l'Algérie est arabe, l'Algérie est musulmane, l'Algérie est espagnole, l'Algérie est algérienne, l'Algérie est amazigh. Ce qui pourra faire notre richesse, c'est justement d'accepter nos racines, nos passés, nos langues et nos différences. Croyez-moi, ce n'est pas moi qui interdis à Enrico Macias de revenir en Algérie. Bonsoir. Comment vous êtes-vous guéri de la colonisation, s'il vous plaît? Là aussi, la réponse est très simple. J'ai eu la chance de ne pas la vivre. Donc, j'en suis guéri de naissance. Écoutez, la question de la colonisation, elle est très simple pour moi. La colonisation a été une violence. Ce n'était pas une colocation. Il faut l'admettre. Il faut que les choses soient dites ainsi. Mais je suis un enfant de l'indépendance. J'aime la liberté. Je crois que des gens sont morts pour que je sois libre et vivant. Je n'ai pas envie de refaire la bataille d'Alger, ni de refaire la guerre, ni quoi que ce soit. J'ai envie juste de boire un verre d'eau, de parler à des gens comme vous, d'écrire des livres et d'être un patient splendide, si j'arrive à l'être. Mais porter la colonisation sur le dos, franchement, je n'en ai pas envie. Je ne veux plus que cette histoire soit ignorée, mais je ne veux plus la porter sur mon dos. Franchement, parlez-moi, je suis vivant. Franchement, je suis quelqu'un qui est là. Les morts sont morts. Bonjour, monsieur Kamel Daoud. Je n'ai pas eu le temps de terminer votre livre parce que je me le suis fait piquer par ma sœur, mais qui le trouvait intéressant, bien sûr. Et ce qui m'intéresse, c'est par rapport à ce que vous dites sur le père, sur les pères et la monopolisation des pères dans l'histoire encore récente de l'Algérie. Et du désir, et comment chercher le sens dans une telle société. Et à bien des égards, votre livre sur la filiation et sur l'histoire de cet alphabet merveilleux que votre père vous refait, enfin, vous réécrit en fait, et vous découvrez l'alphabet, enfin, ce dont j'ai compris le sens, je crois, me rappelle un autre livre de Daniel Mendelssohn sur l'odyssée du père vers le fils ou du fils vers le père. Cette idée qu'il y a tout un trajet, enfin je m'exprime peut-être pas bien, tout un trajet, toute une trajectoire pour aller chercher le père que le fils doit faire. Et c'est très intéressant. J'ai pas eu le temps de tout terminer puisque je me suis fait piquer mon livre. Mais... Non, c'est vrai que j'ai l'angoisse du père, le père subi et le père que je dois être. Je ne sais pas comment être un père. J'ai 2 enfants, je vais en avoir un 3e, mais je ne sais pas comment être un père. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que je réussisse beaucoup de choses avant d'être un père. Il faut que je réussisse un pays, il faut que je réussisse la sécurité, il faut que je réussisse à créer un environnement, à créer un monde qui soit propice. Et j'ai l'impression de faillir parce que j'ai accepté le deal d'avoir des enfants avant de parfaire le monde. Ça me culpabilise quelque part. C'est peut-être radical comme vision, mais je ne sais pas comment le faire. Et c'est mon interrogation, c'est ce que j'essaie d'interroger. Comment être un père? Et est-ce que mon père a été le meilleur des pères ou pas? Est-ce qu'il m'a laissé le mode d'emploi? Est-ce que, parce qu'il m'a traité en fils, il ne m'a pas appris comment être un père? C'est une question fondamentale.
Je ne l'ai pas encore. Je n'ai pas encore de solution apaisante dans ce sens-là. Mais je crois que c'est une des plus graves questions de la vie. On n'arrivera pas, pour un fils que je suis, le fils que je suis, à vivre sereinement, à accepter la transmission. Et la transition, je ne résous pas la question du père. Et c'est quelque chose qui va de la vie intime, personnelle, jusqu'à la vie collective, et la vie symbolique, et la vie politique et culturelle dans mon pays et même ailleurs. C'est quelque chose d'assez paradoxal, d'assez fascinant. Ça se voit même dans l'imaginaire qu'on se fait du politique, qui peut être président, un jeune homme trop jeune ou un vieillard trop vieux. Et aux jeunes, on pardonne son histoire fabuleuse d'ascension, mais dès qu'il arrive, il nous ennuie. Mais aux vieux, on attend sa mort, mais qui tarde. Les vieux sont éternels au pouvoir. Et les jeunes meurent très vite, le kennedysme, etc., etc. Il y a toute une esthétique. Donc il faut peut-être creuser ça un jour. Kamel, bonjour. Une remarque et une question, ça peut... Hein. Une remarque, vous êtes le 3e lion de rang. Alors, il y a une question en même temps, de Warren. La question, ça concerne Meursault contre enquête, qui a été très bien reçu en France et dans beaucoup de pays d'Europe, enfin d'Occident. Comment il a été reçu et lu et compris en Algérie, avec ce vide laissé par Camus concernant ce personnage dont vous faites le héros de votre livre? Belle question. Alors, je ne suis pas le lion d'or, franchement. Je suis quelqu'un qui monte sur le dos des lions pour voir plus loin. Mais c'est vrai que l'histoire de Camus, en dehors de ses ouvrages, est magnifique. Quand j'ai écrit Meursault contre enquête, il a été publié d'abord en Algérie. C'était fascinant. J'ai fait des tournées dans des villages, des villes moyennes pour rencontrer des gens. Je peux vous raconter 10 000 anecdotes sur ce livre. Il y avait toujours dans la salle, au bout de la 7e, 10e minute, la salle se scindait en deux, les pour Camus et les contre. Il y avait toujours le procureur qui levait la main. Il y avait toujours un procureur. Oui, mais il a dit qu'entre la justice et ma mère, etc., etc., etc. Donc, à force, j'ai rodé mes réponses. Comment ce livre a été perçu? Ça dépend des générations, des convictions, des préjugés, des entêtements et des fausses convictions aussi que l'on veut. Le roman se compose grosso modo de... Je vais vous répondre sous forme d'une anecdote que j'ai vécue. Le roman Meursault se compose de 2 parties, grosso modo. Là où l'auteur fait le procès de Meursault, de Camus, de celui qui a tué son frère. Et la deuxième partie, il est très vieux. Il regarde l'Algérie d'aujourd'hui, il est amer, il est en colère, il est en rébellion contre l'orthodoxie religieuse, etc. Et donc, il se révolte. J'ai fait une émission... Quand je signais ce roman à la foire d'Alger, les gens me disaient, certains, vous savez, la première partie est magnifique, mais la deuxième, elle est moyenne. Et un jour, j'ai fait une émission avec Finkielkraut ici. Il y avait un ancien pied noir qui écrivait des romans sur Alger, etc. Et il m'a fait la remarque inverse. Il m'a dit, la première partie est moyenne, mais la seconde est magnifique. Et je me suis dit que l'histoire attend encore une fin heureuse dans les 2 cas. Donc, c'est un roman qui a été... Et puis, il faut faire la différence en Algérie et ailleurs entre le discours et l'appréciation. Le discours est rodé. Dès que vous parlez de Camus, oui, la justice, l'Algérie, la guerre d'Algérie, l'indépendance, etc. Et puis, il y a une appréciation de Camus. Camus est lu, même s'il n'est pas dans l'orthodoxie des manuels scolaires, du discours politique, etc. Je suis désolé, il est lu. Quand j'ai écrit ce roman, j'aime croire que ce n'est pas uniquement pour moi, mais aussi parce que Camus pèse dans les imaginaires. Les gens venaient interroger, poser des questions, chercher des réponses, chercher comment résoudre la contradiction entre le souci des dignités du récit national d'indépendance et l'envie de lire un écrivain universel. C'est contradictoire. Mais Camus n'est pas mort. Il y a une belle phrase, elle n'est pas intellectuelle, mais je la trouve formidable. C'est une amie qui est partie du côté de Tibaza et qui a rencontré un vendeur, vous savez, une petite gargote qui vend des petites soupes. Et elle lui a... Tout le monde parlait de Camus, et il a eu, je pense, la phrase la plus intelligente sur Camus. Il a dit, vous savez, pour moi, Camus, c'est un Algérien qui a réussi en France. Oui, bonjour, Monsieur Daoud.
C'est là. Ah, d'accord, pardon. Oui, une question qui, ne nous ayons pas laissé le temps de lire Zabor, qui vient de paraître. J'imagine, à l'issue de cette conférence, ce que peut être le thème central, c'est-à-dire la mort des pères, souhaitable pour vivre enfin, et qui rejoint celle aussi de l'histoire, du poids de l'histoire, c'est-à-dire du fait que l'on vive en Algérie, et je suis algérienne et je peux donc en attester, bien que comme vous, je n'ai pas vécu la colonisation, mais j'ai beaucoup écrit sur la colonisation. L'idée que nous sommes toujours redevables du martyre de nos pères, etc., et du sacrifice de nos pères. Et alors, je voulais vous demander, est-ce que c'est propre à l'Algérie, quand on considère que partout dans le monde, et en France en particulier, il y a un engouement pour la généalogie, c'est-à-dire justement la recherche et la restitution des pères, et donc, ça, et puis évidemment, tout ce qui tourne autour des commémorations, et qui s'associe toujours au rappel de la fameuse dette dont vous parlez. Alors, est-ce phénomène propre à l'Algérie, cette difficulté à outrepasser cette histoire qui n'est pas la nôtre, mais celle de nos pères, ou n'est-ce pas plutôt un phénomène tout à fait général ? Je ne saurais pas vous répondre. Je connais bien l'histoire du pays où je vis, l'histoire que je porte. J'ai été, par exemple, au Vietnam il y a 2 ans, je pense. Il y a un pays aussi marqué par des guerres. Et j'ai vu que le rapport à l'histoire et l'histoire immédiate était différent par rapport à l'Algérie. J'ai un discours qui est peut-être très mal vu par certains cercles. Je n'aime pas qu'on parle de colonisation parce que je n'aime pas le confort de le victimaire. Je pense que nous sommes responsables de notre monde maintenant. Je pense que nous devons porter ce monde-là maintenant sur nos dos. Dire que tout est la faute de la colonisation, j'aime pas ça. Ça ne veut pas dire que j'absous la colonisation, ça veut dire que je n'absous pas la fainéantise et la paresse. J'aime que ça soit pris en charge. Pour faire juste une petite remarque, Zabor n'est pas le roman de la paternité qui n'est pas résolu. Il est parti d'une idée très simple. Si on peut détruire le monde avec un livre, pourquoi ne pas imaginer qu'on peut le sauver avec plusieurs livres? C'est ça l'idée fondamentale de Zabor. C'est comment écrire des livres de salut, salutaires. Comment l'écriture peut être salutaire. Comment la fiction est un droit. Comment la langue peut être, par sa précision, par sa faculté d'inventarier le monde, peut l'ordonner, peut en diminuer et en amoindrir l'aspect sauvage. C'est ça ce qui m'importe le plus, au-delà de la simple lecture algéro-algérienne ou maghrébo-algérienne et franco-algérienne. Mais le monde ne se compose pas de la France et de l'Algérie, donc il faut écrire aussi pour le reste du monde. Comment se comportent les autres? Je pense que c'est une question fondamentale auquel on répond. Comment on répond à titre individuel, même dans une famille, avec un père tyrannique, et si vous êtes 5 frères et sœurs, vous ne répondez pas de la même façon à la question du père. Chacun c'est différent. Je pense qu'il en va de même pour les nations. Mais je pense qu'en Algérie, c'est une question fondamentale qu'il faut résoudre, et impérativement et très vite. Je ne demande pas qu'on tue le père, je demande à ce qu'on l'enterre avec dignité. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Kamal Daoud.